Réussir un film, c'est un miracle. Quand on est jeune, on a besoin de se raccrocher à autre chose. Et cette autre chose, pour moi, ça a été la culture, les arts. À l'époque, on nous explique qu'il faut avoir une identité et pas plusieurs. En grandissant, j'ai compris qu'au contraire, la richesse, elle vient du fait d'avoir plusieurs identités. Je l'ai complètement assumé. Ce qui m'a amené à devenir réalisateur, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ce Maroc est tellement présent en moi, sans pour autant que j'arrive à mettre des mots dessus, autres que les mots dans les bouches de mes personnages. Nabil Ayouch est un des plus grands réalisateurs marocains. Vous avez forcément vu un de ses films, comme à Elizawa ou Les Chevaux de Dieu. Ces films ont reçu de nombreux prix et ont fait le tour du monde. Ça fait plus de 6 mois qu'on essaie de le recevoir. Et à l'occasion du 50e épisode de Next Wave, on a enregistré un podcast exceptionnel. Un film comme Alizawa, on n'en sort pas. Je pense que j'en sortirai jamais. Je crois que la société marocaine et la jeunesse marocaine a besoin de zones d'expression très fortes. Et c'est aussi ces personnages-là que j'ai envie de montrer dans mes films. Je ne fais pas du cinéma pour être blessé. Je ne fais pas forcément du cinéma pour être aimé. Je fais du cinéma pour être compris. Nabil Ayouch, bienvenue. Merci. Je suis super content de te recevoir. J'ai vu quelque part que tu te présentais de cette manière, que tu te présentais de la manière suivante. Et tu disais, je m'appelle Nabil Ayouch et je fais des films. Est-ce que je te présente toujours de cette manière? Oui, je pense, quand on me demande en tout cas de me présenter, et étant donné que la seule chose que je sais faire, c'est des films, ça doit être ma manière habituelle, oui. Quand est-ce que tu as et comment tu as fait ta première rencontre avec le cinéma? Alors, en tant que spectateur, ça remonte à un certain temps. Dans la petite ville de banlieue où j'ai grandi, à Sarcelles, il y avait une maison de la jeunesse et de la culture qui s'appelait le Forum des Cholettes et qui avait une annexe dans le vieux Sarcelles qui montrait du cinéma, des cycles de cinéma. Alors, c'était du cinéma plutôt ouvrier, engagé, prolétaire, parce qu'à l'époque, ça faisait partie de la banlieue rouge, Sarcelles, et donc les maires donnaient comme consigne qu'on passe ce cinéma-là aux Mhm. jeunes. Et je me souviens avoir vu des cycles d'Eisenstein, j'ai vu du Keaton aussi, et du Chaplin, notamment tous les premiers longs métrages de Chaplin. Et mon premier grand choc de cinéma, ça a été Les Temps modernes. Je trouvais qu'à la fois en termes de mise en scène, c'était ultra avant-gardiste, mais surtout de ce que ça racontait de l'époque, du contexte dans lequel il avait Qu'est-ce fait qui ce t'a marqué à film. ce moment-là en particulier? Ça venait de ce que tu vivais aussi ou ça n'avait rien à voir? C'était vraiment d'un point de vue artistique et cinéma ou c'était un lien avec... Alors, non, ça avait forcément un lien avec ce que je vivais parce que j'ai eu une enfance assez politique. Et c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai senti une espèce d'attirance pour le discours politique. Et en même temps, je me sentais pas du tout, dans ma jeunesse ou mon adolescence, la capacité de devenir un jour homme politique et encore moins aujourd'hui. Mais j'ai tout de suite senti qu'à travers le cinéma, il y avait des choses à raconter sur l'époque qu'on était en train de vivre et je crois que c'est ça qui m'a touché dans ce film. Ce qui t'intéressait dans les discours politiques, c'est les personnages, c'est la manière de discourir, c'est Non, les formats c'est vraiment, la manière de raconter le monde, de regarder et de et raconter de le créer monde une histoire, une et vue à sur le monde et de et à part proposer une vue du monde. absolument. À partir de ce regard, de ce point de vue d'un auteur, d'un créateur, d'un artiste, d'un cinéaste, d'arriver à dérouler un fil narratif et d'inscrire des personnages, les petites histoires dans la grande histoire. Je disais que les MJC, donc les maisons de la jeunesse et de la culture, t'ont sauvé. Pourquoi tu dis ça? Comment elles t'ont sauvé et de quoi aussi? Ouais, elles m'ont sauvé parce que j'étais un peu en perte de repères, j'étais un peu le cul entre 2 chaises, j'ai grandi avec, une double identité, à la fois marocaine, française, mais en même temps, quand je vivais en France, on me considérait pas complètement comme français puisque, bah, mon nom d'abord et puis, le Maroc, qui était là, très présent autour de moi et puis quand je venais au Maroc, comme je parlais pas la langue, on me considérait pas non plus comme marocain mais plus comme français et puis, père musulman, mère juive, école laïque, républicaine, dans une ville en plus, Sarcelles, je ne sais pas si tu connais, mais c'est très, très communautariste. Donc vraiment, il y a une espèce d'entre-soi entre les communautés, très fort, on se serre les coudes. Et tu jamais complètement dans une des communautés? C'est ça, moi j'avais vraiment l'impression d'être, en plein milieu de tout ça, un peu de tout et de rien en même temps et donc quand on est gamin, on a forcément besoin de se raccrocher à des choses et quand on ne peut pas se raccrocher à là où on vient, à notre propre histoire ou à notre identité parce qu'elle est multiple,
qu'elle est complexe et qu'à l'époque, on nous explique qu'il faut avoir une identité et pas plusieurs, alors que plus tard, en grandissant, j'ai compris qu'au contraire, la richesse, elle vient du fait d'avoir plusieurs identités. Je l'ai complètement assumé. Bah, quand on est jeune, on a besoin de se raccrocher à autre chose. Et cette autre chose, pour moi, ça a été la culture, les arts, et notamment cette rencontre avec cette MJC, qui est devenu un îlot pour moi, hein, Et c'est vraiment. aussi un sentiment d'appartenance, quelque chose de différent. Un art ou des arts ou un lieu ou aussi un groupe de personnes. Oui, ces éducateurs sociaux, ces profs, mais notamment les éducateurs de la MJC qui sont les héros de mon enfance, qui ont joué un rôle, Mm. énorme dans les banlieues, de la France des années 80, 70, 80, 90, qu'on a un peu oublié depuis. Ça n'existe Heu, plus. bah, Je sais que celle-ci en particulier, elle n'existe plus, non, la celle-ci, MJC de Sarcelles. elle existe plus, malheureusement depuis 99. Ils sont là, mais leur rôle a été très dévalorisé. Mm. C'est-à-dire qu'on a pu, à un moment, les politiques ont cru qu'ils pouvaient se passer de ces grands frères, ces grandes sœurs, Mm. qui nous accompagnaient, qui nous guidaient, qui créaient du lien organique pour nous, et ils se sont trompés. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde la situation des MJC en France, ben, elle est malheureuse. Elle donne envie de pleurer, en tout cas. À la MJC, en termes d'art, c'était d'abord le cinéma avec ces films-là que tu as vus et ensuite complètement le cinéma ou pas que? C'était plusieurs arts que tu as découverts Ah oui, oui. ou tu t'es mis dans le cinéma et c'était ton truc? Non, non, le cinéma, c'était vraiment, à côté. Je me rappelle, j'avais un copain, son père nous emmenait dans sa petite 2 chevaux, 1 fois par semaine ou 1 fois, tous les 15 jours pour voir des cycles de films. Mais ma pratique, artistique de la MJC, elle était quasi quotidienne. Dès que je finissais Ah oui, l'école, c'était tous les jours, OK. j'y allais, faire, du théâtre, du chant, de la chorale, des claquettes, j'allais à la médiathèque, m'asseoir dans les rayons, lire pendant des heures. Non, il y avait des concerts, aussi régulièrement. Donc on était en contact avec, tous les arts, et notamment avec la musique, la danse, beaucoup aussi, on pratiquait, et c'était assez total comme relation, à l'artistique. Et à quel moment tu te dis que peut-être ta voix va être peut-être l'art? Quel art? Est-ce que tu commences petit à petit à aller vers le cinéma ou pas? Est-ce qu'il y a un moment où, tu te dis: «OK, je pourrais peut-être être artiste, je pourrais peut-être, choisir cette voie pour m'exprimer»? Beh, je crois que c'est parti d'un besoin très fort de guérir des blessures, de panser des plaies, d'exprimer aussi des choses que je gardais, très fort coincées à l'intérieur, et donc ça a pas commencé par le cinéma, non, ça a commencé par le théâtre. Hem, j'ai eu envie de devenir comédien, de faire l'acteur, j'ai eu envie de monter sur une scène de théâtre, À quel âge? et ça a commencé vers, 16-17 ans. OK. Voilà, je me suis dit: «Ça va être ça», et j'ai pris pas mal d'années de cours de théâtre, à Paris, et après je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que pour vraiment, heu, être capable, de donner ce qu'on a envie de donner, de laisser sortir ce qu'on a envie de sortir sur une scène de théâtre, il faut se mettre à nu. Il faut aller au-delà de toute pudeur, et j'étais pas prêt à me mettre à nu, j'étais pas capable de mettre ma pudeur de côté. C'est quelque chose qui était déjà conscient ou Oui, oui, je m'en suis rendu compte assez tu t'es vite. rendu compte vraiment de ça en te disant: «OK, c'est pas pour moi pour cette raison» déjà à l'époque ou c'est Je prenais beaucoup de plaisir à être sur une scène de théâtre, énormément. Je sentais que ça me faisait du bien, mais je sentais que j'étais limité, et que cette limite venait de mes propres peurs, mes propres angoisses et ma propre pudeur, et donc du jeu, je suis passé à l'écriture. et tu as réfléchi à y revenir plus tard? Un moment où peut-être tu avais, Ouais, peut-être moins de pudeur ou peut-être, ouais, ouais, quand j'ai décidé de passer à l'écriture, à la mise en scène de théâtre, à mettre en scène mes petits camarades, je me disais: «Un jour, j'y reviendrai peut-être d'une autre manière, avec, d'autres gens», et c'est arrivé d'ailleurs au cinéma. Bon, j'ai fait une toute petite apparition dans Mektoub, mon premier long métrage, et on m'a proposé ensuite, des Anglais, des Français de jouer, dans des films, mais c'est vrai que je me suis jamais réellement senti suffisamment à ma place pour y retourner. est-ce qu'il faut avoir été comédien ou au moins être passé par la comédie pour diriger des acteurs ou pas forcément? Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire, de là où je suis et de là où je viens, oui, parce que ça m'a permis de comprendre énormément de choses dans mon dialogue avec les acteurs et les actrices aujourd'hui, d'être passé par cette étape-là.
Maintenant, j'ai le sentiment qu'un réalisateur ou une réalisatrice pourrait aussi, tout à fait indépendamment de ça, savoir Hmm. diriger des comédiens sans forcément lui-même avoir été comédien par le passé. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je crois que je dirigerais pas, en tout cas, mes comédiens et mes comédiennes aujourd'hui de la même manière si j'étais pas passé par la scène de théâtre. Qu'est-ce qui changerait? La considération de la personne qu'on a en face de soi, l'écoute et je crois aussi d'être capable de comprendre, ce que c'est que cette douleur qu'on a à l'intérieur et comment aller la chercher, où aller la chercher et la transformer. La transformer en une performance, en un rôle, au sein d'une pièce ou d'un film. Je sais à quel point maintenant ça fait mal et pense que j'ai un peu plus Ça fait mal d'aller le chercher et oui, ça il fait faut mal d'aller aider chercher. l'acteur à aller le chercher? Il faut être capable, en tout cas, de l'écouter suffisamment, de comprendre suffisamment la personne qu'on a en face de soi pour bien la diriger. Moi, je crois que la première chose quand on veut diriger un comédien, Il faut le connaître. c'est de l'écouter. C'est de l'écouter, Ok. c'est d'apprendre à savoir qui on a en face de nous pour savoir ensuite où on veut l'emmener, où on peut l'emmener, jusqu'où on peut l'emmener. Ouais, c'est intéressant. Et ça veut dire qu'avec tes comédiens, tes acteurs, tu passes beaucoup de temps avec eux, y compris en dehors des plateaux? Je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup répéter. Alors, il m'arrive de travailler avec des comédiens non professionnels. Ok. Je l'ai fait pas mal dans Alizawa, je l'ai fait dans Les Chevaux de Dieu, je l'ai fait dans Répéter Much les scènes. Loved. Euh, Non, de travailler avec des comédiens non professionnels. Dans Much Loved, je l'ai fait dans Haut et Fort. Et je travaille aussi avec des comédiens professionnels, par ailleurs, et c'est pas du tout la même manière de diriger un acteur non professionnel ou un acteur professionnel. Donc, j'ai besoin, en tout cas, de faire un chemin avec ces comédiens et qui passe pas, comme je disais à l'instant, par des répétitions des scènes, forcément. Voilà. Quand je sens qu'il peut y avoir des obstacles, des inhibitions à certains endroits, ben, OK, on s'arrête sur une ou 2 scènes, mais le reste du temps, c'est parler. Parler du rôle, parler du film, parler de ce que j'ai envie de raconter à travers ce film et quelle est la place de la personne que j'ai en face de moi dans cette cathédrale. Et je crois que tout le travail, il commence là. Il commence par aller chercher la sensibilité de l'autre, de la personne qu'on a en face de nous. Et à partir de là, derrière, sur le plateau, d'aller protéger justement cette première fois. Parce que si on répète trop, au bout d'un moment, ben, la première fois, elle est déjà passée quand hmm. on arrive au moment du tournage. Et là, il n'y a plus l'émotion qu'on cherche. Il n'y a plus la vérité qu'on cherche. Et cette vérité, c'est comme une obsession pour moi depuis le début. J'ai besoin vraiment d'aller écouter la vérité de l'autre. J'ai vu que tu disais que tu faisais les scènes soit une fois, soit 90 fois. Ouais. C'est ce que tu dis, c'est que soit on l'a directement, à ce moment-là, il faut pas le toucher, Bah, tu sais, soit tu vas aller chercher cette vérité-là jusqu'à la trouver, ou c'est c'est plutôt la c'est très justesse. précieux, en fait. Réussir un film, c'est un miracle. Voilà, c'est vraiment une somme de petits miracles qui donnent un grand miracle à l'arrivée et pour ça, je crois qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que quand on arrive à protéger cette vérité, heu, ben, on n'a pas besoin derrière d'aller, pousser la personne en face encore plus. Donc oui, une prise, ça me suffit et quand j'y arrive pas et ben, là, je peux devenir, obsessionnel. Voilà et de pas lâcher jusqu'au moment où mais c'est certainement parce que j'ai dû faire des erreurs avant. Tu vois? Donc je m'en veux à moi, je m'en veux pas à l'acteur ou à l'actrice de pas y arriver. Je Mm. pense que c'est vraiment dans la manière, le chemin d'arriver à cet instant, où j'ai peut-être pas su protéger ce qu'il fallait pour arriver à cette vérité et là, donc je continue jusqu'à ce que je l'obtienne. Ok. Tu faisais du théâtre, donc, si on reprend la petite histoire dont on parlait, ton histoire, et tu vas plutôt vers le cinéma, mais est-ce qu'il y a un moment où tu aurais pu être metteur en scène plutôt dans le théâtre et continuer à faire uniquement du théâtre ou plutôt majoritairement du théâtre? J'avais vu que tu disais que tu trouvais que le théâtre, c'était trop étriqué en termes d'espace, contrairement au cinéma où les espaces sont plus ouverts. Est-ce que c'est ça qui t'a emmené vers le cinéma? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais à la croisée des chemins entre théâtre et cinéma ou pas du tout? Non, je pense qu'il y a eu très clairement, au bout d'un moment, pour moi, un appel, du large, de l'ailleurs
Et cet ailleurs, c'était le Maroc. C'était ce pays où je venais en vacances 3 fois par an pour voir mon père et ma famille paternelle, mais que je connaissais pas, en tout cas à part Casa, Fès. J'avais pas de lien avec le Maroc profond, mais en même temps, je savais qu'il y a quelque chose qui se cachait Mmh. quelque part et qu'il fallait que je découvre. Et c'est vrai que la scène de théâtre, elle permet pas ça. Il y a 3 murs et de l'autre côté, il y a un public, mais ça s'arrête là. Après, c'est l'imaginaire des spectateurs qui travaille. Mais je crois que j'avais envie de laisser mon imaginaire, m'emporter et emporter aussi les gens à qui je m'adressais, vers cette identité, rêvée, en tout cas jamais apprise. Et pour ça, il y avait que l'objectif de la caméra et c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai écrit un premier court métrage, Les Pierres Bleues du désert et que j'ai eu envie d'aller le tourner dans des régions que je connaissais pas du Alors tout. je l'ai vu pour la première fois, avant le podcast, je l'ai trouvé génial avec Jamel Debbouze qui a, je sais pas 16 ans, 17 ans? Ouais, même pas, je crois 14 15 ans, ouais. Il est magnifique et je voulais savoir comment tu as eu l'idée de ce court-métrage? Parce que c'est les pierres bleues du désert et ces pierres bleues, elles existent vraiment en fait? Parce que j'y croyais pas pendant le film, mais je suis allé voir pendant le court-métrage, je suis allé voir après. Comment tu as eu cette idée? Il y a toujours eu cette espèce de quête, d'un ailleurs chez moi et il y a toujours eu aussi cette notion d'inaccompli tant que j'aurais pas franchi le pas et c'était pas matérialisé concrètement dans ma tête, dans mon esprit et à un moment, je sortais d'un cours de théâtre et je tombe sur une exposition, c'était au Hall. Un Mmh. artiste s'appelle Jean Verram et je rentre et je vois que ce monsieur peint des bouts de désert un peu partout dans le monde et qu'il l'a fait au Maroc, dans la région de Tafraout. Et là, ça a été un peu un choc pour moi parce que cet imaginaire et cette manière de représenter cet ailleurs, il s'exprimait devant mes yeux. Et je me suis dit que j'avais envie de raconter mon histoire, l'histoire de ce gamin qui avait une enfance plutôt solitaire, ce qui était mon cas, pas forcément compris du reste de son environnement, à part sa mère, et qu'il avait un rêve. Et que tant qu'il n'aurait pas accompli son destin, c'est-à-dire d'aller vers ce rêve, eh ben, il y aurait quelque chose de l'ordre du mal-être chez lui. Et, Il y a et ça a été symbolisé il y par a un ces, moment ces où pierres sa bleues. mère lui dit: «Mon fils, tu me fais peur avec tes pensées lointaines, reste avec nous». J'ai Ouais. trouvé cette phrase exceptionnelle Mm. et c'est ça, c'est il a un appel de quelque chose, il a une conviction qui est malgré, son environnement. Oui, il y a ce sentiment de pas se sentir, véritablement à sa place, pas forcément compris. On le voit au début du film, tous les gamins jouent au foot, lui il Ouais. est à côté, pas de copains. Enfin, il y a un truc qui clairement, fait qu'il n'est pas intégré au reste de la communauté, qui se sent en tout cas, outsider et à un moment, ce lien très puissant avec sa mère qui d'une certaine manière, de manière implicite, l'engage à partir et c'est ce qu'il fait. Pourquoi son lien avec sa mère l'engage à partir? Parce qu'elle sent que son fils va pas bien, parce qu'elle sent qu'elle peut, dans sa position à elle, par rapport au reste du village, par rapport à son mari, sa famille, tout ça, qu'elle pourra pas l'aider. Que la seule chose qui pourra l'aider, c'est qu'il s'en aille. Ouais, d'ailleurs, il y a une scène où on ne sait pas s'il lui dit vraiment qu'il part ou pas. Ça a l'air d'être une scène un peu rêvée par elle ou par lui, je sais plus. Et on ne sait pas exactement si elle sait qu'il part, effectivement. Et il y a aussi le personnage d'un espèce de sage qui l'encourage à y aller, Mmh. ce qui est intéressant. Et en fait, pour moi, il y a ce thème-là de peut-être avoir un appel d'une voix potentielle, malgré son environnement, malgré ce qu'en pensent les autres. Il y a aussi le côté que le personnage, c'est Najib, je crois, qui est joué par Jamel Debbouze, c'est un marginal, c'est quelqu'un qui est à la marge de la société. Ça, on le retrouve après dans tous tes films ensuite. Sur l'aspect de trouver sa voie et d'y aller quand même, est-ce que c'était aussi un moment où toi, tu pensais avoir trouvé peut-être ta voie, mais tu n'en étais pas sûr? Est-ce qu'il y a un parallèle avec ce que tu vivais ou pas du tout? C'était plus une histoire que tu voulais raconter? Oui, non, il y avait clairement, un parallèle avec ce que je ressentais en tout cas, et que je t'ai exprimé tout à l'heure, dans ma relation à cet environnement, à toutes ces communautés auxquelles je me sentais pas appartenir et une volonté d'aller chercher quelque chose ailleurs, et qui se trouvait pas sur la scène de théâtre et que j'allais pouvoir conquérir, en tout cas cette Ouais. identité que j'allais pouvoir découvrir et conquérir à travers la caméra et c'est ça qui est beau en fait dans ma relation avec le cinéma et ce qui m'a amené en tout cas à devenir réalisateur, c'est vraiment partir à la recherche, de cette identité et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que, bah, ce Maroc est tellement présent en moi.
sans pour autant que j'arrive à mettre des mots dessus, autres que les mots dans les bouches de mes personnages. Et donc de pouvoir me cacher derrière mes personnages. C'est exactement ce que je cherchais, me cacher derrière mes personnages. Est-ce que tu peux me raconter la découverte du Maroc que tu as eue à ce moment-là? Parce que tu étais très jeune à ce moment au moment de ce court métrage, je crois 22-23 ans. Ouais. Et j'ai vu que Jamel Debbouze était originaire de cette région aussi, donc je pense que c'était une forme de découverte ou de redécouverte Oui. pour lui aussi. Mmh. Est-ce que tu peux me raconter ce moment-là et cette découverte du Maroc? Je ne sais pas si tu connaissais déjà le Maroc des montagnes, des campagnes ou pas du tout? Non, je le connaissais pas et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai rencontré, aussi bien les lieux que les personnes. J'ai aimé en fait la profondeur de l'âme marocaine. J'avais cette intuition, mais là je l'ai touché du doigt. Je savais que c'était un pays complexe, pluriel en termes d'identité. Je savais qu'il y avait des choses qu'il fallait aller chercher très, très loin, sous le sol pour comprendre, les attitudes, les regards, encore une fois cette âme telle qu'elle s'exprimait. Mais je savais pas du tout à quoi ça ressemblait et en fouillant, en allant dans ce Maroc, que je connaissais pas, Tiznit, Taroudant, Tafraout, je me suis rendu compte que, bah, il y avait des millénaires de strates enfouies qui faisaient aujourd'hui, qui composaient cette mosaïque complexe qu'était le Maroc et ça m'a donné probablement d'autres clés de lecture. Rencontrer des êtres, surtout des êtres humains et de savoir qu'il y avait des personnes qui parlaient pas la même langue que moi. J'arrivais avec ma daléja un peu cassée, que j'avais affaire ensuite à de la mazère, du souci, enfin, tu vois, en fonction des régions où j'allais. Et de me rendre compte que oui, c'était un pays qui était millénaire dans son histoire, mais aussi dans la profondeur humaine de chacun des êtres que je rencontrais. Exact, tu le voyais dans les rencontres? Oui, ouais, ouais. OK. Non, j'ai été très surpris par beaucoup d'attitudes, par des gestes envers moi, envers l'équipe, envers Jamel aussi, qui effectivement était un peu tout frais parce que lui, il venait de Trappes. Je l'avais rencontré dans des matchs d'impro. C'est Naïm Charkri qui m'avait conseillé d'aller le voir. Et pour lui aussi, ça a été un voyage de découverte et de s'asseoir, de manger, de dormir avec des gens qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer, mais qui avaient des attitudes avec nous qui m'ont terriblement touché et qui ont créé en fait une espèce d'attraction très très forte qui m'ont donné envie de continuer, de revenir encore et encore jusqu'à décider de m'y installer et de me dire que ce serait ici chez moi. Il y a une scène exceptionnelle à la fin quand il trouve les pierres bleues, qu'il est entre rire, émotion, presque. Je ne sais pas s'il a envie de pleurer ou de rire en même temps. Enfin, c'est très très beau. Euh, à 28 ans, tu fais Mektoub, qui est ton premier long métrage. Euh, Ce qui est incroyable, c'est que à cet âge-là, qui est très très jeune, tu fais un grand film, c'est-à-dire un gros film qui fait 350 000 entrées, avec des super acteurs et qui est un film dans le Maroc où on découvre plusieurs villes et qui est un très 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 beau film. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as fait ce film, comment tu as eu son idée, comment tu l'as créé, comment tu l'as exécuté et vraiment comment tu l'as donné réalité? Bah, c'est toujours, en tout cas, cette phase de mon cinéma, qui s'est prolongée encore quelques années, de quête identitaire. Voilà et j'avais, besoin de raconter, l'histoire d'un couple, dans lequel, je me voyais très fort, qui allait traverser une épreuve et en traversant cette épreuve et en traversant un pays du nord au sud, le Maroc, allait à la fois découvrir ce pays avec des yeux qu'ils connaissaient pas Ouais. et en même temps se redécouvrir eux-mêmes, l'un et l'autre. Et tout est parti espèce de transe, de fièvre. J'allais au festival de Tétouan, heu, où je retourne là d'ailleurs la semaine prochaine, pour la première fois depuis 28 ans et je tombe malade et pendant cette nuit de fièvre, en fait, s'est construite cette histoire et comme il se trouvait qu'à l'époque, le Maroc, vivait un véritable tremblement de terre parce qu'il y avait l'affaire Thabet, je ne sais pas si ça te Ouais. parle, mais ce commissaire violeur qui filmait ses victimes et je comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à en parler, pourquoi il y avait pas d'histoire, de récit autour Mhm. de ce
ce fait social, parce que c'était beaucoup C'était plus qu'un fait divers, c'était un un truc énorme, terrible. Ouais. colossal, qui a bousculé la société marocaine. Je pense que le lien s'est créé comme point de départ, en tout cas, entre cette affaire-là et cette nécessité pour moi de partir de là pour raconter l'histoire de ce couple. Mais j'avais envie que ce soit un road movie parce que j'avais envie de traverser le Maroc du C'est nord au un sud. film aussi de. C'est un peu la fin de l'insouciance aussi, de ce couple qui a l'air un peu insouciant au début du film et qui l'est de moins en moins. Et c'est aussi la découverte du Maroc par les personnages, par le couple qui découvre le Maroc, etc. Et oui, c'était aussi une manière, je pense, pour toi de découvrir cette partie-là, encore une fois, du Maroc. Oui, moi j'étais jeune marié. C'est vrai qu'à part Casablanca et Fès, je connaissais pas grand-chose. Et quand j'ai touché du doigt cette profondeur dont je te parlais tout à l'heure avec ce premier court-métrage, quand je rencontrais des gens autour de moi, ici à Casa, qui partaient dans le monde entier, mais qui étaient incapables de me parler du Maroc et de leur pays parce qu'ils ne le connaissaient Mmh, pas, mmh. j'ai eu envie de leur dire et de me dire à moi-même, ben, allons-y, venez avec moi, venez découvrir ce que j'ai commencé à découvrir et ce que j'ai pas fini de découvrir encore grâce au cinéma. Tu sors le film à 28 ans, donc tu commences à travailler sur ce film à 25, 26 ans. Alors, j'ai commencé à l'écrire, oui, j'avais 24 ou 25 ans et j'ai commencé à le tourner l'année d'après à 26 ans et j'ai eu un problème en fait pendant le tournage qui fait que le film s'est arrêté pendant plusieurs mois. Ok. C'est quoi de prendre autant de risques d'un point de vue ampleur du film? Parce que dès que tu te lances dedans, enfin, vu le résultat, c'est un film qui a besoin de financement, il y a des grands acteurs dans le film. C'est quoi d'avoir autant de pression sur les épaules? Et ensuite, quand ça marche, c'est quoi d'avoir 350 000 entrées pour un film à 28 ans? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on le vit ensuite? Alors, j'avais absolument aucune conscience du risque que je prenais. Voilà, c'est tout simple. Je me suis lancé là-dedans vraiment en totale insouciance, sinon je pense que j'aurais pas pu le faire. J'avais un coproducteur français qui était attaché au projet et qui m'a laissé tomber, je crois, une semaine avant le début du tournage. Et là, j'avais les comédiens, j'avais l'équipe qui était là, la moitié de l'équipe qui acceptait de travailler à un salaire vraiment ridicule et qui me faisait confiance et je me suis dit: «Bon, je peux plus faire marche arrière». Donc j'y suis allé, on dormait sous des tentes, quand on allait, dans des endroits où j'avais de la famille, comme à Meknès, on allait dormir chez ma tante. On a vraiment fait le film avec, très peu d'argent et à l'époque, on tournait en pellicule et j'avais pas assez d'argent pour tourner en 35 millimètres, donc j'ai tourné dans un format intermédiaire qui s'appelle le Super 16. Ok. Voilà, c'est un format qui a disparu quasiment depuis. Donc chaque mètre de pellicule, chaque seconde qu'on tournait avec les comédiens comptait. Parce que la pellicule, non seulement on l'achète, Ouais. mais ensuite il faut la développer, il faut la Mhm. tirer, enfin c'est tout un processus derrière. Et puis comme je te disais tout à l'heure, à un moment on était vers Qalat Mgouna, il restait encore un quart du film à tourner, et on s'est retrouvé dans un village avec un scandale énorme qui a commencé à se créer autour de nous, avec des gens qui pensaient qu'on était le diable incarné avec notre caméra et qu'on venait raconter des histoires Ouais. sordides et qui ont décidé qu'on arrêterait de tourner dans leur village. Et on s'est retrouvés prisonniers, mais littéralement prisonniers d'une maison. On ne pouvait plus bouger. On a été exfiltrés de ce village. Ah, c'est-à-dire, ouais, vous pouvez plus sortir de la maison et être dans On le pouvait village. plus, C'était. plus. À un moment, il y a une espèce de contes et de légendes qui sont racontés au sujet de ce tournage. Et donc, on a été tous exfiltrés. Moi, j'étais par terre, vraiment complètement déprimé, démoralisé, en me disant que c'était la fin justement de cette insouciance et de ce rêve qui s'achevait pas très bien. Et je suis retourné à Paris. À l'époque, j'habitais encore Paris. J'ai commencé à monter les images et j'ai vu que bah, il y avait peut-être quelque chose, que c'était peut-être pas si mal. Et là, chercher un producteur qui m'a permis de finir le film et d'aller au Ah oui, bout de donc ça cette s'est fait aventure. en Oui, plusieurs oui, étapes. on a fini 6 mois plus tard. Et quand tu le finis et que ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait d'avoir un succès comme ça, aussi jeune, sur un long métrage? C'est un peu vertigineux quand on voit que les gens viennent et quand on voit que les gens accrochent et surtout quand on se rend compte qu'on est capable de raconter une histoire sur 1 heure et demie. Alors moi, j'avais aucune idée parce que je sortais de 3 courts-métrages. Heu, J'avais cette envie, ce rêve que je portais de faire ce premier film et en même temps, je ne savais pas du tout si j'allais être capable d'intéresser des gens avec cette histoire.
Et le fait de savoir que bah, les gens venaient et s'appropriaient le film à une époque où c'était pas simple parce que le cinéma marocain était un petit peu déconnecté quand même de son public. Il venait surtout voir des films égyptiens, des films américains, mais Hmm. très peu de cinéma marocain. Bah, ça m'a donné beaucoup d'espoir et d'essence probablement à mettre dans le moteur pour la suite. Déconnecté parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de films marocains vraiment qui étaient connectés avec la réalité ou... Oui, parce que je pense que les cinéastes de l'ancienne génération, qui étaient des gens globalement assez brillants, Ouais. avaient beaucoup fait leurs études en Europe de l'Est et faisaient un cinéma plus mental, faisait un cinéma probablement aussi plus intimiste et qui répondait moins aux attentes du public. Hmm. Et pourtant, il y avait de très beaux films comme Le coiffeur du quartier des pauvres de Geb, La plage des enfants perdus de Gilay Fahati, Trace, Weshma, enfin, il y avait de très, 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 très beaux films. Mais il n'y avait pas cette rencontre, ce lien en tout cas avec le public marocain à une échelle assez large. Le premier qui avait réussi à créer ce lien, c'était Mohamed Abdelrahman Tazi pour La recherche du mari, ma femme. C'était à peu près la même époque, un an ou deux avant Mektoub. Quand est-ce que tu sais que tu vas dédier ta vie à faire des films? C'est avant Mektoub ou après? C'est bien après. C'est bien après? Oui. Ok. Oui, oui, non, parce que déjà à l'époque de Mektoub, j'étais assez surpris de ce qui s'était passé autour du film, mais ça ne m'avait pas convaincu que ce serait ça ma voix. Ça m'avait juste convaincu que c'était un premier essai et que voilà, je ne savais pas ce qu'il allait en ressortir. Et après, il y a eu cette rencontre avec Najat Mjid, la présidente de l'association Beiti, et petit à petit, l'envie de raconter l'histoire de ces gamins des rues à travers Alizawa. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout que j'allais faire carrière dans ce métier. Il y a le sujet du cinéma, il y a aussi le sujet de la géographie. Par contre, et entre Mektoub et Alizawa, je pense que tu rentres habiter au Oui. Maroc. Donc là, tu décides que, en tout cas, ta géographie, tu vas faire des choses à partir du Maroc, au Maroc, pour le Maroc, peut-être aussi pour ailleurs, mais en tout cas, avec comme centre le Maroc, ça, pour le coup, c'était clair. Oui, parce qu'il y a un moment où je trouvais ça un peu vain de continuer à raconter le Maroc à partir de Paris, tout simplement. Ouais. Alors, j'avais eu un chemin de vie, puisque quand j'étais petit, de 3 à 5 ans, j'avais vécu à Casa. Avant ça, j'étais en banlieue parisienne. Après ça, je suis retourné en banlieue parisienne. Ensuite, je suis monté à la capitale. J'ai eu ma promotion. Mais c'est vrai que mes premiers émois cinématographiques, ils ont été vécus quand j'habitais à Paris. Mes 3 premiers courts-métrages, Les Pierre Beuh Désert, Hertzienne Connexion et Vendeur de silence, ont tous été tournés à partir de Paris. Même si Les Pierres Bleues a été tourné au Maroc. Et à un moment, je me suis dit, voilà, ce lien avec ce pays que tu es en train de découvrir, ce pays, tu l'aimes, tu as une vraie passion, et j'avais une passion naissante pour le Maroc. Il faut que tu ailles au bout de cette passion. Et puis en plus, je passais les 3 quarts de mon temps ici, donc ça n'avait plus aucun sens pour moi de rester là-bas. Quand on regarde Mektoub puis Alizawa, c'est des films qui n'ont rien à voir. Enfin, ils ont probablement des choses à voir dans la technique que je ne maîtrise pas, dans le style, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue de spectateur, c'est très, 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 très différent. Euh, et là, j'ai l'impression que tu as encore plus envie de montrer le réel, de montrer ces enfants dans la rue. Et je sais que tu as passé du temps avec eux, etc., pour le faire. Est-ce que tu peux me raconter justement cette évolution entre le premier film et le deuxième qui est vertigineuse en soi? Je crois que j'avais envie de prolonger l'histoire enfantine des Pierres Bleues du désert. J'avais le sentiment que j'avais pas tout dit. Et me sont revenus en tête les images de moi avec mon grand-père, Haj Abdelkader, en train de marcher dans la médina de Fès, et les gamins que je voyais en train de sniffer aux pneus des voitures, et moi qui disais Babi, Babi, ils font quoi? Pourquoi ils ont le visage noir? Et ils me disaient avance, 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 je te raconterai plus tard. Voilà. Et donc, à Fès, qui est une des villes au Maroc où il y a eu le plus tôt un exode rural, il y avait beaucoup d'enfants des rues à l'époque, beaucoup, avant Casa d'ailleurs. Et donc, j'ai grandi avec cette espèce de fantasme qui restait à l'intérieur de moi jusqu'au moment où j'ai rencontré Najat Mjid, dont je parlais tout à l'heure. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la démarche de Najat, c'est qu'il n'y avait pas de misérabilisme. Il y avait une Mm. façon de se comporter avec ses enfants comme des adultes, comme des gens, en tout cas, des êtres responsables.
Et je suis allé la voir et on a beaucoup parlé et elle m'a dit: «Tu vas faire un film?» Je lui ai dit: «Bah, écoute, je crois». Elle me dit: «Si tu fais un film, faut pas qu'il y ait de misérabilisme». Je lui ai dit: «Mais tu sais, Najat, c'est absolument pas ce que je veux faire. Moi, je veux montrer ces enfants comme des enfants comme les autres et je veux qu'ils aient des rêves et je veux qu'il y ait une part d'onirisme dans ce film». Elle me dit: «Je suis avec toi». Et donc, elle m'a dit: «La première chose que tu dois faire, si tu veux faire ce film, c'est les connaître». Et ça faisait complètement partie de ma démarche, de sociologue ou d'anthropologue, en tout cas dont je te parlais tout à l'heure, de vouloir Ouais. creuser la société, que d'aller sur le terrain. Et donc j'ai fait ces 2 ans ou 2 ans et demi sur le terrain avec des éducateurs sociaux de l'association Beïti et j'ai dormi avec eux, j'ai joué au foot avec eux, j'ai rêvé avec eux. En tout cas, j'ai vraiment vécu au milieu d'eux, pas qu'à Casa, hein, à Casa, à Fès, à Tanger, à Marrakech, à Meknès, un petit peu partout dans le Maroc. Et parallèlement, j'écrivais l'histoire du film avec ma co-scénariste et assez vite, bah, je me suis rendu compte que cette histoire elle devait être portée par un rêve. C'est là où je t'ai dit que j'avais envie de prolonger l'histoire de Najib et des pierres bleues du désert. Lui, c'était les pierres bleues et Ali, c'était son rêve d'île aux 2 soleils. Voilà, pour boucler la boucle de C'est l'enfance. un des enfants qui veut être marin et qui va arriver sur son île. Et je te disais tout à l'heure en introduction en parlant de la MJC que c'était un peu un îlot de verdure pour moi, cette MJC, parce qu'effectivement, j'avais le sentiment que c'était l'endroit que je devais atteindre pour me sentir protégé. Mmh. Et je pense que c'était encore une fois en lien avec ce que j'avais vécu, avec mon enfance et évidemment aussi avec mon observation du réel qui me choquait parce que ces enfants, quand je suis revenu ensuite habiter à Casa, je les voyais partout. Ils sont malheureusement encore au feu rouge, en train de mendier près des gares. Et je regardais pas que les enfants, je regardais aussi les gens dans les voitures qui les croisaient. Et j'avais ce sentiment qu'ils étaient complètement transparents socialement. Mmh. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie du décor Ouais. urbain C'est comme complètement un feu invisibilisé, rouge, une affiche publicitaire, mais que personne ne les voyait comme si c'était normal qu'il y ait des enfants dans la rue. Alors j'étais allé au Caire, j'étais allé, en Inde, dans plusieurs pays où j'avais vu, en tout cas des enfants vivre des situations dramatiques. Mais là, ce qui me choquait, que c'était chez moi, c'était au Maroc et j'avais envie de dire à tout le monde: «Mais en fait, c'est pas normal qu'il y ait des enfants dans les rues et il faut juste commencer par les voir, par les regarder et quand vous les regardez, vous baissez votre vitre, vous les écoutez et là, il y a quelque chose qui peut s'enclencher». Et ça a été ça le début de la démarche de Alizawa. Dans le film, il y a un moment qui revient plusieurs fois. On voit une jetée sur le port, heu et c'est 2-3 fois dans le film, mais aussi à la fin, je crois. Hem, Pourquoi est-ce que tu as montré cette jetée plusieurs fois? Est-ce que c'était un symbole? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais montrer? Oui, un peu cette jetée un peu comme une pénétrante qui n'en finit pas, une espèce de chemin de croix, qu'on a du mal, en tout cas, dont on a du mal à voir le bout et puis, à un moment quand on se redresse, ben, l'infini. Le fameux appel du large, où là tout devient possible et c'est la dernière image de cette jetée qu'on voit parce que cette jetée elle plonge dans l'océan et elle plonge vers, en tout cas ce qu'on imagine derrière cet océan, c'est-à-dire cette île aux 2 soleils donc cette île aux 2 soleils donc c'est vraiment une métaphore complète du chemin pour arriver à ses rêves. Je me demandais si c'était une séparation ou quelque chose, mais c'était pas, satisfaisant et c'est très intéressant. Hem, Et on pendant que je tournais, les images de cette jetée, j'étais à bord d'un hélicoptère de la gendarmerie. J'avais ma petite fille Rim qui était, en train de naître, à la clinique en parallèle. Donc chaque fois qu'on descendait pour recharger la pellicule, j'appelais la clinique pour savoir si, ma femme allait bientôt accoucher ou pas. Et hem et à la dernière prise, elle allait accoucher, donc je les ai laissés terminer le tournage sans moi. Je suis allé à la clinique. C'est pour ça que le film est dédié à ma fille, à Rim. OK. Ouais, c'est vrai qu'au début, il y a écrit Harim. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu aimais beaucoup faire des films, avec des acteurs qui sont pas professionnels et que c'était j'ai l'impression que c'est aussi un challenge et c'est une manière différente de faire du cinéma. Et bon, là, c'est ça, mais à l'extrême, c'est-à-dire que tu fais un film avec des enfants. Hem, Comment tu as réussi à faire un film dans lequel,
les acteurs sont des enfants, comment on les prépare, comment on fait ça? Bah, d'abord en passant du temps avec eux, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un casting habituel et d'ailleurs à la base, j'avais pas forcément l'idée que j'allais aller au bout de ce film, cette aventure avec eux et puis au bout d'un moment, ben, on passe du temps, on apprend à se connaître, il y a des liens qui se créent, il y a une proximité, très forte et un sentiment que je peux pas les trahir. Je peux pas leur dire: «OK, vous m'avez nourri, vous m'avez, hem, fait voir et comprendre pas mal de choses. Maintenant, je vais aller faire le film avec d'autres». Donc, à un moment, je suis allé voir mes producteurs à Paris et je leur ai dit, «Ce film, ça doit être avec eux, ça peut pas être avec d'autres enfants». Ils m'ont dit: «Mais c'est un risque énorme». Je leur ai dit: «Oui, mais l'essence même du projet, il est là». Je l'ai compris en cours de route. Il est dans le fait qu'il porte un vécu, il porte une vérité et qu'elle est intraduisible par d'autres qu'eux. Donc si vous n'êtes pas partant avec cette démarche, ça veut dire que vous n'êtes pas partant pour ce film et qu'il faut que je le fasse avec d'autres. Et ils l'ont compris et donc avec, Najat Mjid et les éducateurs de l'association Beïti, on a essayé de créer un cadre pour eux, où on se voyait, il y avait des éducateurs qui dormaient avec eux, j'allais les voir, on répétait, leurs personnages, pas des scènes, mais leurs personnages et puis on a construit un projet de vie. Voilà, qu'est-ce qu'ils allaient faire de leur salaire, les uns et les autres? Alors je leur ai demandé à tous quel était leur rêve et chacun parce qu'il y a les 4 principaux, mais il y en avait d'autres évidemment, hein, il y a une 15, une vingtaine d'enfants et chacun avait un rêve et donc avec les éducateurs et Beïti, on s'est dit: «Bah, que ce film serve à une forme de marche, de tremplin pour réaliser ce rêve» et donc avec leur salaire, on va construire l'après-film. Parce que je leur ai dit à tous dès le départ: «Vous savez, c'est cinéma, c'est très beau parce qu'on va laisser une trace, ça a un début, mais ça a aussi une fin et ne pensez pas que vous allez faire carrière dans le Mmh. cinéma. Vous allez raconter votre histoire à travers l'histoire de ce film, de ce scénario, mais après derrière, il faut très vite que vous alliez vers votre destin» et comme ça, on a pu travailler et créer, je crois, un climat de confiance. Alors ça a pas marché avec tous, mais ça a marché avec certains quand même. Quand on met 2 3 ans de sa vie dans un film, surtout sur un sujet comme ça, où on passe du temps, où on met vraiment tout ce qu'on a dans le film, comment on en sort? C'est-à-dire comment on passe à un autre projet, un autre film? Ça, ça a l'air très difficile de se dire qu'on a passé 2 3 ans dans quelque chose et de passer à autre chose. On On n'en passe jamais à autre chose? on n'en sort pas, non. On n'en sort pas. Un film comme Alizawa, on n'en sort pas. Il y a des films dont on sort, mais Alizawa, j'en suis toujours pas sorti. Je pense que j'en sortirai jamais. C'est probablement l'expérience la plus dure, mentalement et physiquement, pour moi. Je te disais tout à l'heure que ma fille était née à la fin du tournage. Je crois que j'ai mis derrière, 6 mois à me rendre compte que j'avais, une fille et à être capable de donner affectivement parce que j'avais tellement, tellement donné, heu, à tous ces enfants. J'avais l'impression, je suis encore en contact avec certains d'entre eux aujourd'hui, 25 ans plus tard, voilà, que c'était quelque chose pour la vie entre nous. Heu, il s'est passé des choses pendant ce tournage, d'une difficulté, d'une complexité énorme. J'ai eu à plusieurs reprises le sentiment que j'arriverai jamais au bout, que c'était complètement dingue, ne serait-ce que d'avoir pu imaginer à un moment ou à un autre, heu, que ce film pourrait être possible, et quand on est arrivé à la fin du tournage, je crois que j'étais, sonné, quoi. J'avais pris, 2-3 uppercuts et j'ai mis beaucoup de temps à me relever. Ouais, c'est ben, je sais pas, je l'ai jamais vécu, mais je comprends qu'en passant autant de temps sur un sujet, ça doit être, très difficile de passer à autre chose. C'est le grand vide, Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'on met j'ai l'impression que tu mets tout ce que tu as dedans et donc tout, après, tout, sans concession. ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tous les films que tu fais ensuite, enfin la plupart, décrivent des réalités différentes du Maroc, mais on a aussi l'impression qu'il y a une espèce de comme une saga, une espèce de suite dans les films ou peut-être juste un assemblage de points de vue sur le Maroc. Non et ce qui me chagrine, souvent, c'est quand, dans des discussions, des débats, des rencontres, j'entends des gens me dire: «Alors, c'est quoi le sujet de votre prochain film?» Comme si je faisais des films à thème, Ouais. comme si j'avais
effectivement un plan en me disant j'allais relier un film avec un autre, comme une espèce de cartographie ou de radiographie de ce pays. Pas du tout. Moi, ce pays, c'est un pays qui m'a passionné, comme je te le disais, très jeune et qui continue à me surprendre chaque jour et à me passionner chaque jour que je vis, son énergie et mon cinéma est un cinéma de rencontres. Voilà, tout simplement. Je pense que, chacun de mes films est habité par une rencontre humaine, par un moment, une personne qui me touche et qui vient s'inscrire dans un récit dont j'ai envie de raconter l'histoire. Voilà, et il se trouve que cette personne vit une réalité, que cette réalité, elle n'est pas toujours belle, elle n'est pas toujours moche non plus, mais en tout cas, il vit une réalité qui, moi, me touche parce que, cette réalité fait appel à des ressorts qui sont enfouis à l'intérieur de moi, qui me rappellent aussi probablement mon enfance, là où j'ai grandi, ce sentiment d'être un peu à la marge, de pas être là où ça se passe, de voir les lumières de la ville, de Paris, tout au loin et d'avoir le sentiment de les toucher du doigt alors qu'en fait elles sont très, très loin et me donner une proximité avec des personnes qu'on n'a pas forcément envie de voir ou d'entendre et peut-être que j'ai une ouïe, ou une vue particulière en fait pour les entendre et les regarder, mais en tout cas, moi, je me sens une proximité avec eux, avec elles et ces rencontres, ben, elles donnent naissance à un récit. C'est le cas, par exemple, de Much Love où, à un moment, mon directeur de casting me dit, «Il y a 4 filles qui m'ont appelé, qui sont, là à Marrakech, qui veulent absolument te rencontrer et te raconter leur histoire». Et moi, je prends ma voiture et pendant 2 jours, je vais pleurer avec elles en les écoutant et en repartant, en revenant vers Casa, je me dis que je ne peux pas ne pas raconter leur histoire et ça donne Much Love. Et donc à chaque fois, c'est une rencontre qui fait que tu te dis: «Allons-y, c'est ça le sujet, ça doit être ça». C'est pas le sujet. Cette rencontre, génère en moi une envie, un désir irrépressible de raconter une histoire. Ouais, Voilà, donc je faut le pense sortir. je pense qu'il y a, au départ, la rencontre et l'histoire de l'autre et ensuite, parce qu'il y a une proximité, parce que je me sens en empathie avec cette personne, ben, ça va chercher des choses à l'intérieur de moi qui créent ensuite le récit. Voilà et c'est donc forcément toujours à la fois un récit personnel et en même temps, basé sur une rencontre, forte, inattendue, qui me bouleverse, qui me choque, qui me hante, qui peut pas sortir et qui doit sortir et qui sort à travers un film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à à chaque fois, l'histoire est sur le particulier, c'est-à-dire que dans un contexte marocain, avec des personnages spécifiques, une histoire avec, les enfants de la rue ou dans Much Love, de la prostitution et pourtant ça parle en dehors du Maroc aux gens. Alors même que ces films-là, en général, sont en arabe et encore une fois, ils montrent une réalité très particulière. Est-ce que c'est par l'extrêmement particulier qu'on réussit à créer une généralité, à parler, vraiment, à l'âme humaine et à se connecter, y compris à des gens, français, américains ou autres? Ou est-ce que c'est dans le style de ta manière de faire des films, d'écrire des histoires qui parlent peut-être, en dehors du Maroc? Qu'est-ce qui fait que tu réussis à faire sortir ces films-là du Maroc? Bah, déjà, moi, je crois que on peut pas être capable de d'intéresser, le monde, qui que ce soit, où qu'il se trouve, sans partir de là où on vient. On a enfin moi j'ai ce besoin très, très fort de raconter des histoires à partir de l'endroit, où je vis, à partir de l'endroit qui me meut quotidiennement et des histoires simples qui vont ensuite, peut-être ou pas, aller parler à d'autres, là où ils se trouvent. Et ça, après, c'est une histoire de langage. Il y a un langage cinématographique qui a construit aussi ma cinéphilie, à travers le temps. Il y a mon histoire personnelle, le fait que j'ai jamais été, accroché, arrimé à un lieu dans mon enfance, qui vont, probablement ensuite donner une singularité dans mon langage, dans la manière de faire des films qui, peut-être, va toucher, comme tu disais à l'instant, un public, plus large. C'est possible. Et dans la langue, heu, est-ce qu'il y a des choix ou c'est plutôt des évidences qui apparaissent? Est-ce que lorsqu'on fait un film, au Maroc, qui est un pays qui a plusieurs langues, enfin, heu,
que ce soit l'arabe derija, l'arabe plus littéraire, le français, l'anglais, plusieurs amazirs, ça fait beaucoup de langues. Est-ce qu'on fait des choix ou est-ce que on part de l'histoire qu'on a envie de raconter et la langue est une évidence? Comment on vit le sujet de la langue lorsqu'on est artiste dans un pays où il y a plusieurs langues? Pour moi, la langue est pas un sujet. Alors, il se trouve que pour mes premiers films, je parlais pas bien Darija et j'avais envie d'apprendre le Darija, j'avais envie d'apprendre le Laura Morlebia et pour ça, il fallait que je dirige mes comédiens et il fallait que je fasse des films, heu, en marocain. Ça, c'était très important pour moi au départ. Après, c'est comme quand tu me dis: «Comment tu choisis tes comédiens?» Pour moi, les comédiens, la langue s'impose par l'histoire que j'ai envie de raconter. Si à un moment, ça doit être des comédiens, professionnels parce que j'imagine que ça va être eux ou elles qui vont être les mieux à même d'incarner les personnages, j'y vais. Si je sais que j'arriverai pas à trouver cette vérité à travers eux, bah, je vais vers des comédiens non professionnels et c'est pareil pour la langue. J'ai fait la majorité de mes films en Darija, mais j'ai fait certains films comme Whatever I Want en anglais et j'en ferai certainement d'autres en français ou autres. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'il y ait un ancrage au lieu et qu'il y ait une nécessité, en tout cas, de mettre dans la bouche des personnages, la langue qui est la leur. OK. J'ai envie de revenir à un sujet. Tu as parlé de Much Loved et Much Loved, c'est un film qui a, heu, déchaîné les réactions, les avis et cetera, qui a été interdit, où il y a eu une polémique autour. Qu'est-ce qui explique pour toi qu'il y a eu une réaction aussi forte? Je crois que c'est, une incapacité à se regarder dans le miroir et une blessure d'ego. Un moment qui est de se sentir attaqué par un film. Voilà, là où moi j'ai voulu, faire une déclaration d'amour, on y a vu une déclaration, de haine, heu et ça vient du fait, je pense, qu'on s'aime pas assez. En tout cas, c'est mon interprétation. C'est-à-dire? Bah, je pense que si, on s'aimait suffisamment, on se trouverait beau, on se trouverait belle en se regardant dans le miroir et on s'en foutrait de nos tares, de nos défauts. En tout cas, on comprendrait que on n'en a pas plus ou moins que d'autres peuples ou d'autres pays et qu'on est bien comme on est et on aurait à rougir de rien. Et moi, je pense qu'on a à rougir de rien au Maroc. Je pense que le pays est loin d'être parfait, qu'il pourrait, heu, être mieux sous beaucoup d'aspects, notamment au niveau social et ce qu'on est en train de vivre actuellement est là pour nous le démontrer. J'aime les cris de cette jeunesse, cette génération Z, ce qu'elle nous raconte sur nos défaillances. Mais bon, voilà, le pays est comme il est et chacun fait ce qu'il peut à sa manière, en tout cas j'espère et je crois qu'on est toujours Mmh, encore malheureusement très sensible ou beaucoup trop sensible au regard des à autres, l'image. à l'image. Et j'ai entendu plein de Marocains me dire: «Mais le problème, c'est pas le film», y compris à l'étranger, Mmh, dans les débats, les discussions. Le problème, c'est comment ce que les autres vont penser de nous et comment ils vont nous ouais. regarder. Tu veux dire, même en dehors du Maroc, c'est Oui, ça? oui, en Ouais. dehors du Maroc, c'est toujours ce même problème et je leur disais: «Mais vous savez, les autres s'en foutent, quoi» et Et même chacun a ses il y problèmes. avait des occidentaux qui étaient là: «Vous savez, mais c'est pas un sujet pour nous la prostitution, nous, c'est pas ça qu'on voit dans le film. Ce que vous voyez vous, c'est pas ce qu'on voit nous et au contraire, nous, ça nous donne envie d'aller au Maroc et de connaître ce pays en voyant ce film». Mais il y a toujours, voilà, cette ultra sensibilité au regard de l'autre Mmh. qui est dure, qui est très, très dure, à mettre de côté et qui crée parfois des réactions de haine, de violence, incompréhensibles. En tout cas, pour moi, à l'époque, c'était complètement c'est une telle brutalité était incompréhensible, vraiment. Sur le regard des autres dans je crois que ouais, c'est dans Razia, il y a un vers au début du film, c'est: «Heureux celui qui peut agir selon ses désirs» Ouais. et c'est ça dont tu parles, c'est le fait peut-être de pas se soucier du regard des autres et d'être qui on est, de Comment te dire? Je pense qu'il y a un décalage beaucoup trop grand, chez une grande partie de notre population entre ce qu'ils aimeraient être quand ils s'endorment le soir, qui posent leur tête sur l'oreiller, qui rêvent et ce qu'ils sont obligés d'être le lendemain, quand ils sont dans la vraie vie. Et je pense que ça fait pas du bien individuellement,
ce décalage, et ça fait pas du bien collectivement. Et qu'une société est forte et grandit quand elle accepte la différence de l'autre et quand elle accepte aussi d'en débattre, d'en parler. Et le cinéma, c'est une des rares agoras où justement on peut, dans une safe zone, on peut exprimer des mots, des idées et montrer justement des personnages qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer dans la vie de tous les jours parce que haram, parce que c'est pas bien, parce qu'il faut pas en parler, parce que chute, parce que hachoma et tout ce que tu veux. Toutes ces notions d'interdit très subjectives, de tabous, qui ne reposent sur absolument rien, et au contraire qui nous maintiennent à un certain niveau d'infantilisme. Moi, je pense qu'une société va grandir et va devenir plus mûre à partir du moment où on accepte de se regarder dans le miroir, on accepte de se dire que ben, on aimerait être ci, ben, on va tout faire pour être comme on a envie d'être. Et au contraire, on ne va pas cacher nos différences parce qu'elles vont faire peur à notre entourage, notre famille ou la société. Et je crois que la société marocaine et la jeunesse marocaine a besoin de laisser sortir ça, de s'exprimer, a besoin de zones d'expression très fortes. Et c'est aussi ces personnages-là que j'ai envie de montrer dans mes films. Quand on a passé 2-3 ans à faire un film, euh, comment on vit la critique? C'est-à-dire que c'est quoi le rapport à la critique en général? D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment est-ce que tu lis les critiques de tes films ou pas? Dans le cas de Much Love, ça fait tellement une polémique que forcément c'est difficile et avec tout ce que ça représente, tout ce qui s'est passé autour. Mais je suis intéressé de savoir un petit peu quand tu as passé autant de temps sur un film et que tu as vraiment mis tout ce que tu avais dedans, comment tu vis la critique? Bah, je lis pas tout parce que j'ai pas forcément le temps et puis parce que j'ai pas toujours, envie, parce que des fois j'ai envie de me protéger aussi un Hmm. petit peu. Mais quand je démarre en tout cas un texte, j'essaye de voir si, il y a une forme d'objectivité, de bienveillance et une volonté de la personne de parler de ce qu'elle a vu ou au contraire de parler, de choses qui la dérangent, elle, personnellement, ou d'attaques ad nominem, et là, j'essaye de m'en détacher très, très vite parce que ça peut être blessant et je fais pas du cinéma pour, être blessé. Je fais pas forcément du cinéma pour être aimé, je fais du cinéma pour être compris. En même temps, voilà, on a quand même besoin aussi, qu'on nous aime parfois, de qu'on entende ce qu'on a envie de dire et de pas forcément avoir tout le temps en face de nous des gens qui sont même pas d'ailleurs dans la critique, parce que la critique pure, elle est Moi, forcément quand je dis critique, je voulais pas intéressante. dire forcément négative, hein. Je veux Oui, dire oui, vraiment le mais commentaire sur les films. mais bien sûr, mais je l'entends comme ça. Mais justement, il y a la critique et puis il y a les commentaires, il y a Ouais, le bavardage et ouais. celui-ci, il m'intéresse bien moins. Et des personnes en particulier dont la vie t'intéresse? C'est-à-dire, je sais pas, d'autres réalisateurs, producteurs dont la vie t'intéresse sur tes films ou pas forcément? Tout, j'aime Ah, entendre tous les points oui, de à la fois vue. tous et aucun. Ouais, j'aime entendre tous les points de vue. C'est vrai que je tombe des fois sur des personnes très, très surprenantes dans la manière dont elles ont de Dont parler de mes films. ouais. Et des fois, ça m'arrive d'être complètement cueilli et j'adore. J'adore entendre et je peux rester longtemps entendre et c'est pas forcément des grands critiques de cinéma, hein, ça peut être dans Ouais. des salles, des débats, à un moment, quelqu'un qui prend la parole et qui arrive plus à s'arrêter, mais ce Et qu'il a à dire souvent les critiques, m'interpelle. ouais, souvent les critiques, j'ai l'impression, disent beaucoup sur la personne qui l'écrit ou qui le fait. C'est-à-dire que parce qu'on voit toujours les choses de son prisme, de ce qu'on a vécu, on se concentre sur certains sujets, on en oublie d'autres et ça dit beaucoup de qui on est en fait, de critiquer ou de commenter un film. Oui, et puis il y en a qui décortiquent et moi je pense qu'il faut pas toujours chercher à tout décortiquer, tous les ressorts. Bien sûr, il faut essayer de comprendre, mais il faut essayer de se laisser porter aussi par les émotions et il y a des spectateurs, il y a des critiques, il y a des personnes dans mon entourage qui se laissent porter par leurs émotions et c'est là où j'ai envie de les entendre. J'aimerais bien parler des Chevaux de Dieu, heu, qui est un autre film, déjà magnifique, qui est un film dans lequel il y a des acteurs non professionnels qui font qui ont un jeu d'acteur qui est exceptionnel, qui est incroyable. Hem, c'est un film qui est basé sur un livre, Les Étoiles de Sidi Momen. C'est très différent de faire un film, qui part d'un livre.
Oui, parce que les personnages existent déjà. Alors, j'avais commencé à écrire un scénario en parallèle du livre de Mahi. Avant, ok. Oui, avant, avec Jamel Belmahri, qui est un scénariste marocain remarquable, un austro-marocain. Et puis, à un moment, je fais cette rencontre avec le livre de Mahi et je me dis, mais en fait, c'est l'histoire que j'ai envie de Ouais. raconter. Et là, bah, la situation est déjà là, les personnages sont là, le rapport entre le passé et le présent est déjà là. Et donc, je décide d'arrêter l'écriture du scénario avec Jamel et de me lancer dans cette adaptation. Parce que déjà, il y a ce désir de cinéma. Je pense que je ne serais pas parti sur ce projet si j'avais pas eu envie, de raconter l'histoire de ces gamins. Et comment le désir de cinéma est arrivé? Parce qu'il est arrivé du coup avant le livre? Oui, il est arrivé en fait parce que le 16 mai 2003, j'ai fait un documentaire sur, les victimes des attentats. Voilà, dès qu'il y a eu ces attentats, j'ai eu envie de sortir avec ma caméra et d'aller à la rencontre des victimes. Mmh. Voilà, c'est passé sur 2M, c'est passé dans quelques médias, au Maroc et ça s'appelait Plus jamais ça et je donnais la parole aux différentes victimes et j'ai mis beaucoup de temps à retourner à Sidi Moumen et à comprendre que dans cette histoire, les victimes, elles étaient pas d'un seul côté, elles étaient des 2 côtés et que des gamins, qu'on embrigade et à qui on vend du rêve, pour les amener à aller tuer des gens et se tuer eux-mêmes, c'est aussi quelque part des victimes expiatoires d'un abandon de la société, de la famille, de l'école ou autre. Et c'est à partir de là que je décide en 2009 de retourner à Sidi Moumen et là de faire un grand travail d'enquête sur le terrain avec les associations de quartier qui a duré à peu près 2 ans, un peu comme à Lizawa, parce que d'une certaine manière, les enfants des Chevaux de Dieu, c'est un peu ça aurait pu être en tout cas les enfants d'Alizawa qui ont grandi. Heu, je trace en tout cas un lien très fort entre les 2 films et de reprendre en fait l'histoire là où je l'avais arrêtée et avec ces associations de quartier, bah, je me rends compte que finalement ils vivent des problématiques que moi j'ai pu connaître à Sarcelles, de violence, de failles, de machin et cetera, avec en plus, le phénomène des attentats du 16 mai 2003. Et donc en parlant avec eux, petit à petit, je commence à défiler, à dérouler le fil du récit et je me dis que ça va être, la question centrale qui me hante, c'est comment un enfant de 10 ans se transforme en bombe humaine. Voilà, tout simplement et que pour ça, il faut que je reparte de l'enfance. Donc une fois de plus, je repars de l'enfance et j'avance vers l'âge adulte. Si on regarde le nombre d'années que tu as passé sur le terrain et le nombre d'années que tu as passé derrière la caméra, peut-être que le nombre d'années que tu as passé sur le terrain est plus élevé. C'est-à-dire que la partie anthropologique, sociologique, Ouais. de rencontre, c'est la majeure partie du temps, en fait. Ah oui, C'est ça oui, qui est intéressant, c'est que mais c'est le cœur du c'est le cœur du du travail. réacteur. Mais forcément parce que quand je suis sur le terrain à travailler, j'ai travaillé avec des sociologues aussi sur ce film, une espèce de groupe de jeunes sociologues marocains, bah, je suis déjà en train de réaliser le film. Avant même le tournage, Mmh. je suis déjà en train d'essayer de comprendre les ressorts sociaux, géopolitiques et humains qui vont me permettre de raconter cette histoire. Donc c'est pas, juste du temps de recherche, c'est aussi du temps de fabrication du film. Sauf que je considère pas possible, pour des sujets en tout cas comme ça et des films tels que celui-là, de pouvoir faire autrement, tout simplement. Parce que sinon, j'y vais comme n'importe quel autre film. Je prends 6 mois de ma vie, mais ce que je fais n'a pas le sens que j'ai envie d'y mettre et surtout, je laisse pas l'objet que j'ai envie de laisser, heu, à la postérité. J'aimerais bien comprendre comment tu écris. Donc tu es réalisateur, tu es aussi scénariste et tu écris tes films. Quel est le process d'écriture? C'est à ce moment-là, quand tu es sur le terrain, que tu commences à écrire en parallèle? Hem, J'aimerais bien comprendre ta manière d'écrire, comment tu structures une histoire, comment, hem, je sais pas, dans quel endroit tu écris? Est-ce que tu écris seul? Est-ce que tu as une méthode d'écriture qui est toujours un peu la même? Oui, le tout début de ma carrière, pendant une dizaine d'années, j'écrivais en parallèle de mes recherches sur le terrain. Donc il y avait à la fois le réel, les rencontres et la nourriture et de l'autre côté, l'écriture. Voilà et l'un nourrissait l'autre parce que l'écriture nourrissait aussi le réel. C'est-à-dire que quand tu couches des scènes sur un papier, tu déroules un récit, ben, forcément le réel va se trouver impacté par ce que tu es en train d'écrire et l'inverse est évidemment vrai.
Et après, j'ai fait la rencontre de ma femme, Mariam Touzani, avec qui on a commencé à écrire ensemble. Et depuis maintenant une dizaine d'années, bah, tous nos films, les siens et les miens, on les coécrit ensemble et on a d'autres méthodes de travail maintenant qu'on est liés et maintenant qu'on écrit à quatre mains. Heu et c'est vrai qu'on ressent un peu les mêmes besoins et les mêmes désirs, elle et moi, de rester toujours, collés à une réalité, c'est-à-dire en contact avec le Maroc et de jamais, jamais se couper complètement pour aller s'enfermer dans un bureau et écrire et donc on a toujours envie, quasiment en même temps, à un moment quand on éprouve en tout cas ce besoin d'aller sortir et d'aller errer, d'aller rencontrer, d'aller chercher. On ne sait pas quoi, mais d'aller chercher. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'on aime voyager, beaucoup dans le Maroc, qu'on aime, des fois, aller se balader dans la médina, qu'on aime aller, rencontrer des personnes qu'on rencontrerait pas dans notre vie de tous les jours et je pense qu'on est aussi très, très conscients, elle et moi, que si à un moment on s'enferme pour écrire, qui est une démarche d'un écrivain ou d'un auteur ou d'un scénariste que je respecte, mais en tout cas dans notre cas à tous les 2 avec le cinéma qu'on fait, si on s'enferme, on est mort. Et en tout cas, c'est terminé, on s'assèche et on perd, cet émerveillement et on a Et, envie de rester en tout cas moi j'ai envie de rester émerveillé. et donc, c'est une manière de. Donc, vous êtes en mouvement et en rencontre Permanent, et vous écrivez en parallèle. oui, oui. Et c'est quoi d'écrire à quatre mains? C'est-à-dire que c'est des idées, c'est de la discussion, c'est du. Oui, c'est pas forcément de se mettre, tous les 2 l'un en face de l'autre et d'écrire, c'est, des périodes où on parle et puis il y en a un qui se sent, la volonté de prendre et de commencer à écrire pendant que l'autre va faire autre chose et ensuite, on échange. OK. Voilà et c'est comme ça qu'on construit en fait nos scénarios. Et il y a une manière d'écrire l'histoire? Il y a une structure qui revient ou pas forcément? Ouais, alors là-dessus on est très différents, Il Mariam y et a une moi. théorie, je veux dire, dans la manière d'écrire une histoire ou c'est vraiment, pas Non, du tout le cas? non, non. Elle, par exemple, elle a besoin de se laisser porter par, son intuition et son inspiration et moi, assez rapidement, j'ai besoin de structurer un récit. Ouais, je pense que c'est vraiment la complémentarité des 2 qui font nos scénarios. Comment on sait que on a terminé? C'est-à-dire que l'histoire est la bonne? Alors, je fais partie, heu, des gens qui doutent tout le temps, mais vraiment tout le temps. Hem Alors, cinéma, c'est un peu terrible pour moi parce qu'il y a un moment où on doit dire: «Bah, voilà, le scénario est fini, il faut qu'on l'envoie à des gens pour, financer le film, sinon il y a pas de film». Mais c'est toujours un crève-cœur pour moi de me dire: «Ça y est, il est prêt à être envoyé». Heu et du coup, je le fais quand même évidemment, mais après quand se met en place le processus de préparation, de tournage du film, jusqu'au dernier jour de tournage, je continue à réécrire des Donc scènes. tu écris pendant tout le tournage, OK. Je remets tout le temps en cause ce que j'ai écrit et ça peut être déstabilisant et c'est déstabilisant, je comprends parfaitement pour toute l'équipe parce qu'à un moment, ils font des plans de travail, ils organisent les journées, les semaines et cetera. Mais je peux pas m'empêcher. C'est-à-dire que ce que j'ai sous les yeux, ce qui déroule devant moi, c'est ce travail avec les comédiens, avec les comédiennes, heu, les décors dans lesquels on est, ce que je vois, ce que je ressens, l'énergie que je ressens m'oblige à re-questionner en permanence ce qui est écrit, ce qui a été écrit 3 mois, 6 mois, 1 an à l'avance. Et je suis plus la même personne en plus. Ouais. Et par contre, lorsque tu as fini de tourner, là aussi, il y a beaucoup d'allers-retours ou là, pour le coup, tu sais ce que tu veux? C'est-à-dire que c'est pendant le tournage que tu réécris, mais une fois que tu as fini le tournage, là aussi, il y a un travail jusqu'au bout, jusqu'à que ce soit vraiment le dernier jour, Oui, parce que le montage, c'est clairement une forme d'écriture aussi, parce qu'on peut changer beaucoup de choses au montage. Parce qu'il m'arrive même, d'arrêter un montage pour aller retourner des choses que je pense manquer. ouais. Donc non, ça s'arrête jamais. J'aimerais bien parler du Nabil Ayouch, entrepreneur. Donc on a parlé de la réalisation, du scénariste, mais le cinéma, c'est aussi un business et tu as des boîtes de production et il faut aussi réussir à avoir cette histoire-là et convaincre des personnes qui la financent et donc
s'inscrire une démarche aussi économique qui soit viable pour réussir à faire des films qui fonctionnent, surtout lorsqu'on a une ambition de faire des films qui s'exportent et à l'international. Donc comment tu jongles un petit peu avec ces casquettes? Est-ce que d'ailleurs tu jongles? Est-ce que c'est des choses qui sont contradictoires pour toi ou pas? Comment tu gères un petit peu ces différents aspects? C'est pas forcément contradictoire. Chaplin, par exemple, dont je t'ai parlé au début de nos discussions, était quelqu'un qui était à la fois, un cinéaste, un créateur et un entrepreneur, qui a bâti des studios, qui a bâti, une société de production, qui est devenue très importante et qui a produit beaucoup, beaucoup de gens. Mais c'est parfois, en tout cas, à défaut d'être contradictoire, un peu lourd à porter. Il y a des fois où j'aimerais bien, Ouais. être juste réalisateur et me dire: «Bah, il y a d'autres, personnes qui vont, s'occuper du reste pour moi». Je pense que ma carrière professionnelle n'a pas commencé comme ça. Elle a commencé avec une volonté d'autonomie et d'indépendance très, très Mmh. forte Et ça et voulait dire aussi faire du business et être entrepreneur? non, ça voulait pas dire faire du business, parce que si j'avais fait du business, je pense que je j'aurais pas fait de cinéma, hein, j'aurais fait autre chose que du cinéma. C'est pas non, ça voulait dire, m'offrir, les conditions de mon indépendance. OK. De pas à un moment mettre les histoires que j'avais envie de raconter dans les mains d'autres personnes, Mmh. qui allaient me dire oui ou non. À un moment, comme on dit dans le langage, greenlighter un film. Ah, c'est horrible. C'est les producteurs qui Oui, disent ça, ça? c'est les producteurs, Et c'est les qu'est-ce que ça veut dire? financiers. Bah, ça veut dire qu'à un moment, Qu'on on se dit accepte ou pas, qu'on de on va de le faire, quoi? c'est-à-dire on se dit qu'on va tourner, on fixe des dates et tout, et puis il y a d'autres personnes qui peuvent arriver à la dernière minute, et ça m'était arrivé sur Mektoub. Je t'ai dit, j'ai été laissé tomber, Ouais. par, je me suis par un producteur, une semaine avant le tournage. Le film aurait pu s'écrouler, et ça, j'ai été vacciné. Je me suis dit à ce moment-là: «Plus jamais ça». Qu'est-ce que tu as dû faire pour que ça n'arrive plus? J'ai dû, supplier tout le monde de continuer à rester avec moi dans le projet en Non, mais je veux étant dire beaucoup moins après, pour payé. créer cette autonomie-là et que ça n'arrive plus? Créer une société de production et me dire que j'allais être à l'origine de la recherche des premiers financements qui allaient rendre les projets de films possibles. OK. Alors évidemment, suis pas j'ai jamais été le seul producteur de mes films, parce qu'il y a d'autres producteurs qui s'agrègent en cours de route, et coproducteurs, français, belges, néerlandais, danois, allemands, espagnols, ça dépend des films, qui viennent ensuite solidifier le montage, financier du film. Mais en tout cas, de me dire: «Personne ne va m'enlever ce désir de cinéma». Que tu portes cette Oui, partie-là? Ouais. personne ne va pouvoir me dire, «On fait le film», puis finalement, «Bah, non, on fait pas le film». Si je sens que j'ai besoin de raconter cette histoire, il faut que je la raconte, même si c'est avec moins de moyens, peu importe. Donc c'est se construire cette indépendance en créant Alien Productions, ma société, qui donc donne le point de départ à la construction des schémas qui permettent ensuite au film d'exister. Parce que quand on regarde, un film, il y a le réalisateur, il y a le producteur, il y a le distributeur qui sont 3 Mmh. parties différentes et donc le producteur, en fait, a beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut décider, Il a le droit de vie ou de mort. y compris de l'histoire ou Ça de dépend des territoires dans lesquels on se trouve. Aux États-Unis, il décide de beaucoup de choses et il a OK, tous les pouvoirs. En Europe, c'est un peu différent. d'accord. Au Maroc aussi, on suit un peu le modèle européen, c'est-à-dire que l'auteur a quand même beaucoup plus le À la main quand même sur le oui, sur l'artistique, sur ce qu'il a envie de raconter, mais en revanche, il n'a pas la main sur la faisabilité. et sur les, 20 dernières années, la partie distribution a beaucoup changé? C'est-à-dire que donc distributeur, est-ce que c'est par, donc il y a les cinémas, il y a les plateformes maintenant, je crois que ça n'existait pas du coup, avant. C'est par géographie aussi? Comment ça évolue un petit peu? Bah, c'est évidemment que les plateformes ont changé la donne complètement. Donc là, quand on produit un film, on se dit qu'on va le vendre à la fois, à des distributeurs qui vendent à des cinémas, enfin je sais pas comment ça s'organise et à des plateformes, c'est ça? Bah, il y a de tout. Après, moi, je fais partie des cinéastes qui ont besoin de voir leurs films sur des grands écrans. Ouais. Alors ça ne veut pas dire que mes films ne sont pas passés sur les plateformes. Là, beaucoup de mes films, d'ailleurs la plupart, ont été vendus a posteriori à Netflix, à Amazon, enfin toutes les en tout cas, j'ai pas, dès le départ, j'ai jamais eu jusqu'à présent envie de me dire: «Je vais faire un film qui va avoir une vie uniquement sur une plateforme». Non, je veux que mes films passent en salle, qu'ils soient distribués. Je veux faire le tour aussi des salles, faire des avant-premières, un petit peu partout. J'ai commencé avec les Pierres Bleues du désert à aller dans tous les coins reculés du Maroc, et depuis j'ai jamais arrêté. J'ai envie de continuer à avoir ce lien avec le public.
Et j'avais vu que dans les années 80, il y avait 300 cinémas au Maroc. À peu près, ouais, Là, je sais pas combien il y en a, mais je sais qu'il y en a moins. une cinquantaine. Euh, Comment ça s'explique et comment tu vois le cinéma aujourd'hui au Maroc? Euh, Pourquoi il y a beaucoup moins de cinéma qu'avant? Enfin, Parce qu'on était dans un certain modèle de salle à écran unique, hérité, du protectorat, des grandes salles, souvent dans le centre-ville, avec, peu de possibilités de se parquer autour, compliqué d'accès, et cetera. Et à un moment, ces salles ont commencé à mourir. On ouais, n'a c'était pas plus viable. réussi à se reconvertir, et à trouver d'autres manières, en tout cas, de montrer des films dans les salles. Et surtout, je pense que le cinéma, au bout d'un moment, est devenu cher pour la population. C'est-à-dire que quand vous regardez les prix des billets dans les multiplex, c'est abordable pour 2 de la population ou 3 Hmm. de la population. Le reste n'a pas les moyens de se payer, un ticket de salle de cinéma, surtout si, il va en famille avec ses enfants, et cetera. Donc on n'a pas su, en tout cas, aller chercher un autre modèle pour montrer des films en salle, et c'est ce qui fait que les salles ont petit à petit fermé les unes les autres, puis il y a eu le piratage aussi. Et comment tu vois la suite pour Bah, là, le ça va cinéma au mieux. Maroc? Ça va mieux parce que depuis 2 3 ans, ça repart sur une tendance positive. Il y a quasiment plus de salles qui ferment, mais il y a des nouvelles salles qui se créent, et j'espère qu'on va réussir à remonter en termes de nombre de spectateurs annuels qui vont voir des films marocains. Ce qui est en tout cas très appréciable, c'est que les films marocains attirent de plus en plus, le public. Jusqu'à présent, ce n'était pas forcément le cas, mais depuis une dizaine d'années, ça va crescendo, et il y a les plus gros succès au box-office sont faits par des films marocains. Ça, c'est bien. Lorsque tu rencontres un jeune réalisateur, est-ce qu'il y a des conseils que tu lui donnes? Mon meilleur ami d'enfance veut faire des films. C'est sa passion depuis qu'on est tout petit. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De jamais mentir, d'être sincère dans ce qu'il a envie de raconter, et d'être prêt probablement à plusieurs combats, en même temps, parce que ce qu'il a envie de dire va pas forcément faire plaisir à tout le monde, peut fâcher, peut blesser, mais c'est ce qu'il a envie de dire, ton meilleur ami d'enfance. Et s'il est prêt à aller au bout de sa sincérité et qu'il a pas peur, ben, qu'il y aille. Ok. Peut-être une ou deux questions pour finir. Mmh. Est-ce que tu es sur un projet en ce moment ou quels sont les prochains projets? Je ne sais pas si tu peux en parler. En tout cas, euh, qu'est-ce qui t'intéresse le plus en ce moment plutôt? Alors oui, je suis toujours sur un projet, parce que quand on n'a pas de projet, je crois qu'on s'éteint. Mais j'en parle, en général jamais avant d'avoir commencé à travailler, parce que c'est très fragile, très, très fragile. C'est un bébé qui n'est pas né et qu'on a envie de protéger. Donc je suis en train de commencer à chercher les financements. J'espère tourner l'année prochaine. Et à côté de ça, ce qui m'intéresse, écoute, c'est plein de choses. La fondation Alizawa que j'ai créée il y a 15 ans, m'intéresse beaucoup. On fait plein de choses, on crée des centres culturels un peu partout au Ouais, j'ai vu Maroc. les étoiles de Sidi Mohamed. Les Étoiles de Simone, c'était le premier centre qu'on avait créé avec Mahi, et puis depuis, il y en a 7 autres. Ouais. On commence à faire des choses formidables. On a une académie, pour les jeunes, pour se former au métier de la culture. Donc ça me prend aussi un peu de temps, mais ça me donne aussi beaucoup de satisfaction de voir ces gamins et ces gamines, qui rentrent tout intimidés dans nos centres, et puis qui à un moment se les approprient, ça devient leur centre, et qui arrivent à se projeter vers l'avant, à se remettre à y croire, et eux aussi, comme moi dans mon enfance, à guérir des blessures. Est-ce qu'il y a un film que tu aurais aimé avoir réalisé? Un film qui te plaît tellement que tu aurais aimé l'avoir fait? Non, non, j'ai beaucoup de films qui me plaisent énormément, mais je les laisse à leurs auteurs. Est-ce que tu as des cinéastes qui te plaisent particulièrement ou qui t'ont influencé? Oui, il y en a plusieurs. Bah, j'ai commencé par, te citer, Chaplin tout à l'heure, mais il y en a énormément. Clint Eastwood est un cinéaste, monumental pour moi. Claude Sautet, dans sa manière de parler, des relations humaines aussi, des films comme César et Rosalie, Les choses de la vie, Vincent François Paul et les autres, pour moi, sont des films, qui m'ont marqué. J'ai beaucoup aimé le cinéma de Kusturica à une époque,
de John Ford. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de cinéastes d'un peu toutes les régions du monde qui me touchent par certains films. C'est pour ça que je suis toujours gêné quand on me demande de parler de cinéastes en général. Je parle peut-être des œuvres et des moments de leur Hmm. vie, parce qu'une œuvre, c'est vrai que ça se construit dans la durée, mais en tout cas des moments de leur vie qui me touchent probablement plus que d'autres. Un cinéaste qui est vraiment resté pour moi intemporel, encore une fois, c'est Chaplin. Ok. Nabil Ayouch, merci beaucoup. C'était un plaisir. Vraiment, merci d'avoir pris le temps. J'ai beaucoup aimé avoir cette conversation avec toi. Ben, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.